un nom, un visage, un programme et puis franchement une vision, faire en sorte que l'entrepreneuriat soit une réalité dans chacune des composantes de notre société sans complexe. Ces conférences sont parmi les plus courues de notre continent et c'est avec un grand plaisir, vous imaginez, qu'on le reçoit sur ce plateau. Philippe Simo, bonjour. Bonjour. Merci d'honorer notre plateau de votre présence. Merci à vous de m'inviter. On va parler d'entrepreneuriat, notamment chez nous en Afrique, où les gens pensent que l'Africain a du mal à entreprendre. Et pourtant, l'entrepreneuriat a des sources, a des ressources et a des origines africaines. Tout à fait. Je suis très heureux d'être là pour parler de cette thématique-là parce que moi, je suis de ceux qui sont convaincus que c'est grâce à l'entrepreneuriat et à l'investissement que les choses vont changer en Afrique. Et c'est incontournable. Et il est bien évidemment temps que nous devenions acteurs de notre propre changement et que nous arrêtions d'attendre que des gens venus de Mars, de Vénus ou d'Europe viennent pour nous aider à résoudre des problématiques qui sont les nôtres. Alors, pour atteindre ce rêve que vous nourrissez et que nous épousons également, la démarche serait laquelle? Alors, la démarche, elle est très simple en fait. Il faudrait qu'un maximum de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, très clairement, sans âge. Parce qu'en réalité, l'une des choses que j'explique aux gens justement dans mes formations, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'argent et l'âge. Parce que beaucoup de gens aiment bien se dire « je suis trop jeune ». Non, il n'y a pas de... L'argent, quand on respecte certains principes, il vient à nous. Que l'on ait 5 ans, 15 ans ou 20 ans, il y a des milliardaires à 7 ans, 8 ans, et d'autres qui le deviennent à 70 ans. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Il faut que l'on éduque nos populations à apprendre à gagner de l'argent, parce que malheureusement, nos systèmes éducatifs aujourd'hui nous apprennent à avoir des compétences dans des domaines bien précis, mais pas comment faire pour traduire ces compétences-là en argent. Le salariat est un moyen de gagner de l'argent, mais il y a une infinité d'autres moyens que permet l'entrepreneuriat. Et donc, il faut qu'on apprenne ces autres moyens-là pour qu'avec un savoir, les gens apprennent à le monétiser. Ça, vous avez bien dit le mot apprendre. Apprendre l'entrepreneuriat. Mais c'est quoi l'entrepreneuriat? Comme vous parlez comme les Ivoiriens, c'est quoi même? C'est quoi entreprendre? C'est quoi? Très simplement, entreprendre, c'est venir sur la place de marché avec un produit, une solution qui va permettre de résoudre les problèmes que les gens qui sont sur le marché se posent. Ça peut être en apportant une innovation ou alors simplement en améliorant une solution qui existe déjà. D'accord. Fondamentalement. D'accord. C'est vrai que vous avez sorti des notions qui sont très importantes, à savoir l'innovation et solution. Oui. Alors, comment flairer le bon filon? Alors, c'est toujours la même question que tout le monde me pose. Mais oui. Dans quoi est-ce qu'il faut que je me lance, ainsi de suite. Ma réponse est très simple. En Afrique, il n'y a pas un seul domaine dans lequel on puisse dire que les marchés sont saturés. En réalité, peu importe le domaine dans lequel vous voulez vous lancer en Afrique, il y a des boulevards qui sont encore là, qui sont disponibles, dans lesquels chacun d'entre nous peut aller. Donc en fait, la vraie question, ce n'est pas dans quel domaine est-ce que je dois aller, justement. Parce que comme s'il y avait un domaine magique. La question, c'est comment je fais, peu importe le domaine, pour gagner de l'argent. Parce qu'en réalité, vous avez, vous, comme monsieur, des appétences et des aptitudes naturelles qui sont différentes. Et le problème de beaucoup de gens en Afrique, c'est qu'on est beaucoup dans la copie. C'est-à-dire, comme on a vu que quelque chose semblait marcher, tout le monde va dedans. Alors qu'en réalité, tout le monde ne s'appelle pas Didier Drogba. On n'a pas tous les mêmes aptitudes physiques. Donc ça ne sert à rien que j'aille essayer de compétir avec lui dans un domaine dans lequel il est naturellement plus fort que moi. Mes propres compétences naturelles font que je serai plus à l'aise. Peut-être à vendre du garba ou, je ne sais pas, moi, à la tchéké. Parce que naturellement, je sais mieux vendre que Didier Drogba. Donc en fait, la réalité, c'est n'essayons pas justement d'aller vers un secteur en se disant qu'il y a un secteur magique dans lequel tout le monde peut réussir, mais plutôt de se dire, moi, personnellement, avec mon passé, mon histoire, mes compétences et mes relations, dans quel secteur est-ce qu'il me sera plus facile de pouvoir apporter une solution au marché? Absolument, vous ne croyez pas si bien dire, mon très cher Philippe Simo. Merci en tout cas, une fois de plus, d'être avec nous. Et vous, mesdames et messieurs, comment vous appréhendez l'investissement? Est-ce que les Africains, en général, les Ivoiriens, ou tout le monde, est-ce qu'on a le goût du risque? Notre reporter Emmanuel Bonzo est allé vous interroger et voici vos réponses. Pour moi, les Africains n'ont pas la culture de l'entreprise. La grande majorité, non. Ça dépend. Peut-être ceux qui ont des moyens financiers, c'est ceux-là qui font des entreprises. Mais la majorité, ce n'est pas ça. Ici, là, le plus souvent, les entreprises n'appartiennent pas aux Africains. La majorité des entreprises qui existent n'appartiennent pas aux Africains. Quand on compte sur 100% des entreprises, bon, ça n'arrive pas à 50% qui appartiennent aux Africains. Je pense qu'ils prennent les risques qui correspondent à leur niveau de revenus. Partout où vous allez, aussi bien dans le secteur formel qu'informel, il y a des gens qui prennent des initiatives tout le temps.
Peut-être pas aussi structuré comme on aimerait le voir en Occident, mais ils ont le goût, ils prennent des initiatives et d'autres réussissent dedans. Toutes les initiatives peuvent être perfectionnées, améliorées. Je pense que l'existant qui est là, que les gens font, peut toujours être amélioré si derrière il y a des mesures d'accompagnement, de formation, etc. Je pense que c'est ça qui fait la différence à mon avis. Je peux vous dire que les Africains ont l'idée de l'entreprise. Tout peuple peut investir, peut entreprendre. Mais c'est le système qui fait que les Africains, généralement, n'arrivent pas à entreprendre. Il faut aider les jeunes entrepreneurs que nous sommes, les Africains, à pouvoir développer l'idée d'entrepreneuriat. Il faut les encadrer, il faut les envoyer à l'investissement et à créer de l'emploi. Voilà, plusieurs interventions très pertinentes et très intéressantes. On va rebondir sur la dernière. Il a parlé du système, l'environnement. Est-ce qu'en Afrique, l'environnement est adéquat et propice pour l'entrepreneuriat? Alors, il faut d'emblée clarifier une chose. Il n'y a pas un seul endroit dans le monde là où réussir est facile. Alors, bien évidemment, on a aussi cette idée-là de penser qu'en Afrique, c'est plus difficile qu'ailleurs. Des études ont été faites très sérieuses qui ont démontré que non. L'Afrique a ses spécificités à elle, effectivement, mais ce n'est pas plus difficile de réussir en entrepreneuriat en Afrique qu'ailleurs. En réalité, bien évidemment qu'on pourrait avoir davantage de facilité. Bien évidemment qu'on pourrait avoir des infrastructures. Comme ailleurs, ça se fait, l'État pourrait davantage établir des process ou même financer l'apprentissage à l'entrepreneuriat et donc, de ce fait, vulgariser même la chose. L'État a un rôle là-dedans. Mais, vous savez, il y a deux notions qui sont très importantes et que les gens confondent souvent. L'enrichissement au niveau d'un État et l'enrichissement à un niveau individuel. Au niveau d'un État, bien évidemment, un État peut être pauvre. Mais même dans les États pauvres, il y a des individus qui sont riches. Comment ils font alors qu'ils sont dans un pays pauvre? Vous allez même dans le village le plus reculé en Afrique, il y a toujours dans ce village-là quelques personnes qui gagnent beaucoup plus que tous les autres. C'est bien la preuve que même quand on est dans un contexte de pauvreté, ceux qui ont compris certains principes par rapport à l'argent les appliquent et parviennent à s'en sortir beaucoup mieux que la majorité de leurs concitoyens qui, eux, malheureusement, n'ont pas compris, vivent en se plaignant. Et donc, clairement, oui, je suis d'accord qu'on peut améliorer beaucoup de choses sur notre continent, mais il n'en demeure pas moins que, malgré cela, on peut commencer à gagner de l'argent dès maintenant. Alors, Philippe, dites-nous, on en parle, hein, il y a comme un complexe d'infériorité dans le monde des affaires. On se dit que non, en Afrique, on n'a pas le sens des affaires. Il faut qu'on retourne, fasse un petit cours d'histoire pour dire qu'à la vérité, l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais le berceau des affaires aussi, non? Mais bien sûr, pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne réalisent, ne savent même pas que pendant longtemps, l'Afrique a été beaucoup plus riche que l'Europe. Beaucoup, beaucoup plus riche. Aujourd'hui, on évalue, les gens aiment bien souvent le dire, l'homme le plus riche de tous les temps, c'était un Africain. Kankan Moussa, qui avait une fortune aujourd'hui évaluée à plus de 400 milliards de dollars. Wow. Mais il faut partir du principe que l'homme le plus riche aujourd'hui, qui est le patron d'Amazon, enfin, il y a une petite guéguerre. Est-ce que c'est Bill Gates? Est-ce que c'est Jeff Bezos? Ils sont au coude à coude. Voilà, ils sont à 100 milliards de dollars. Ils sont riches. Voilà. Il faut juste bien comprendre ce que c'est que 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, c'est aujourd'hui la richesse du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal mélangés. Il ne faut pas juste donner des chiffres en l'air. Wow. 100 milliards de dollars, ce qu'un seul homme représente, ce sont ces trois pays-là pris ensemble. Wow. Ce n'est pas normal. Ouais. Et donc, on nous dit qu'il y a de cela quelques centaines d'années, dans les années 1200, 1300, Kankan Moussa pesait 400 milliards de dollars. Donc, c'est une bonne partie du monde. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que je veux que les gens réalisent de quels chiffres on parle et ce que ça représente réellement. Et c'était de l'or. À l'époque, c'était de l'or, du diamant, c'était du brut. Il possédait à lui tout seul la moitié des réserves d'or de tout le monde entier à cette époque-là. À tel point que quand les Portugais sont arrivés en Afrique, ils étaient choqués du niveau de développement qu'il y avait sur le continent. Il faut savoir qu'on nous a vendu une fausse histoire. Clairement. Aujourd'hui, l'histoire que les Africains ont, qui est une histoire dans laquelle l'Afrique est pauvre, elle a toujours été pauvre, n'est pas vraie. Elle n'est pas du tout vraie. Et j'aime bien rappeler aux gens que connaître son histoire, ou du moins faire oublier l'histoire à quelqu'un est le meilleur moyen de le tromper. Parce que si aujourd'hui vous découvrez, je dis n'importe quoi, que vous êtes en réalité la fille d'une héritière, d'accord, et que vous avez peut-être un héritage de plusieurs milliards de dollars quelque part qui vous attendent, votre vie va changer. Ça, c'est clair. Hein? Parce que vous allez vous dire, non, en fait, en réalité, je ne suis pas à ma place. Il faut que je fasse ce qui est nécessaire pour reconquérir
l'héritage qui m'a été destiné. Ben, en réalité, c'est ce qui se passe avec les Chinois aujourd'hui. Les Chinois ont envie de redevenir la première puissance mondiale parce que pendant longtemps, la Chine a été la première puissance mondiale. Pour beaucoup de gens, pensent que c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est un petit jeune pays qui est là depuis 1700. Avant, la Chine était la première puissance mondiale. Donc aujourd'hui, qu'elle a été dépassée par les États-Unis, pour les Chinois, et c'est ce qu'on leur enseigne, Avant on doit la Chine, récupérer notre place. Je me permets de... Avant la Chine, c'était l'Égypte aussi qui était une puissance mondiale. Bien sûr. Donc, en Afrique. Donc on a eu l'Égypte, on a eu des royaumes comme La Nubie. on a eu la Nubie, on a eu l'empire du Mali, on a eu l'empire Songhai, il y a eu beaucoup de richesses, le Zimbabwe, qui ont été très riches. Et aujourd'hui, c'est un peu comme justement dans le cas d'espèces, il est normal et légitime que les Afriques veuillent reconquérir les parts de marché qui étaient les leurs auparavant. Malheureusement, beaucoup de gens l'ignorent. Alors, vous nous avez emmenés dans l'histoire, on va rester un peu. Qu'est-ce qui a donc créé ce déclin-là? Parce qu'atteindre un apogée, c'est clair qu'on se dit le déclin. C'est une mauvaise gestion des Africains eux-mêmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors non, il faut clairement pointer les coupables quand il faut le faire. On a un passé assez douloureux en tant qu'Africains qui avons connu 3 épisodes tragiques. Le premier, c'est l'esclavage. Le deuxième, c'est la colonisation. Et le troisième, qui est encore en cours, c'est le néocolonialisme. C'est-à-dire que le néocolonialisme, c'est je suis parti, mais en réalité, je ne suis pas vraiment parti. Le spectre est là. Voilà. Je suis toujours là au travers d'un système que j'ai établi, qui se voit très clairement dans beaucoup de nos pays francophones. Il suffit de voir l'emprise des entreprises françaises dans nos pays pour se rendre compte qu'on n'est pas libre. Parce que, sans avoir besoin d'entrer dans des notions d'économie complexes. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, c'est très facile de comprendre ça. Quand une jeune fille vit dans la maison de ses parents et qu'elle veut sortir, par exemple, à 23 ans, son père lui dit « Oh, madame, chez moi, on ne sort pas à cette heure-ci, va te coucher. » Si le lendemain, elle s'habille dans une tenue qui ne plaît pas à son père, il lui dit « Non, chez moi, madame, les mini-jupes, ça n'existe pas. » Et qu'est-ce que le papa dit souvent en général? Et ça, je vois que les papas disent ça partout en Afrique. Ils disent la même chose. C'est tant que tu vis chez moi, tu appliques mes règles. Si ça ne te plaît plus, tu sors. Qu'est-ce que le papa est en train d'établir par là? C'est qu'en réalité, c'est celui qui a les finances, c'est celui qui a le pouvoir économique qui décide de ce qui se passe. Et dans nos États... La main qui donne et celle qui ordonne. Voilà, c'est très bien dit aussi. Et donc, dans nos États, en Afrique, il se trouve que malheureusement, ceux qui détiennent nos économies, ce sont des étrangers. C'est-à-dire, vous prenez aujourd'hui le poids des entreprises étrangères en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Mali, vous allez vous rendre compte que les entreprises étrangères pèsent beaucoup plus lourd que les entreprises nationales. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est l'économie qui dirige le politique. C'est ceux qui ont de l'argent, qui financent les politiciens, qui leur disent, une fois que ces politiciens sont au pouvoir, quelles règles ils doivent appliquer. Et donc, voilà dans la situation dans laquelle nos pays sont aujourd'hui. Et voilà pourquoi est-ce qu'il faut que nous entreprenions. Parce que tant qu'on ne change pas ça, tant que les Africains ne dirigent pas eux-mêmes leur propre pays, économiquement parlant, on peut faire tout ce qu'on veut. On ne décollera pas. Mais est-ce que le salut ne pourrait pas venir de la diaspora? Parce que ces personnes nées ou bien qui vivent à l'extérieur se frottent, sont confrontées à d'autres cultures. Est-ce que ce mélange-là, ce brassage-là, n'est pas fait pour nous aider, nous, Africains, pour avoir une place dans le milieu des affaires au niveau mondial? C'est la grosse partie de mon travail, justement, sur mes canaux de divulgation de l'entrepreneuriat. Je me tue à expliquer à la diaspora son rôle. Je me tue à expliquer à la diaspora l'impact qu'elle peut avoir sur place. Parce qu'en réalité, moi, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais ingénieur dans le domaine nucléaire. Je travaillais pour construire des centrales nucléaires. J'étais dans un bureau avec un ordinateur en face de moi et je pianotais plein de chiffres dessus pour pouvoir paramétrer des trucs dans les centrales nucléaires. Je gagnais plutôt bien ma vie. Je touchais un peu plus de 3 000 € à l'époque, converti en francs CFA. Et même sur place, c'était plutôt des salaires non négligeables. Mais je me rendais compte que ma vie ne servait à rien, en fait. C'est-à-dire que pour moi, ça n'avait pas de sens, ce que j'étais en train de faire. Et c'est le cas de beaucoup de personnes de la diaspora qui sont en Europe. C'est-à-dire on peut même bien gagner nos vies, mais ce que l'on fait là-bas, des gens comme nous, il y en a des milliers qui ont les mêmes compétences que nous et qui agissent au même niveau de responsabilité que nous. Or, je regardais que quand je revenais en Afrique et que je voyais l'impact que j'avais dans mes champs, quand je payais mon personnel à la fin du mois, je voyais comment avec mon salaire, un père de famille pouvait honorer sa famille, permettre à sa femme de pouvoir vivre à ses enfants dans l'école, je me rendais compte qu'en fait, là-bas, ce que je faisais pouvait réellement changer des vies. Et donc, mon message, effectivement, est de dire à la diaspora, le continent africain a besoin de vous. N'attendez pas que les choses soient parfaites. N'attendez pas que tel président parte. N'attendez pas que tel régime fasse ceci. N'attendez pas que la démocratie fasse cela, que la double nationalité fasse ceci. Parce qu'en attendant ça, des Chinois viennent, des Européens viennent, des Américains viennent, des Japonais, des Russes viennent. Tout le monde vient. Et les derniers à venir, c'est nous. Donc clairement, la diaspora a un rôle prééminent à jouer parce qu'elle est allée au travers du monde, elle a appris des autres
Et il faut qu'elle rapporte et qu'elle redonne à l'Afrique. Pour rester sur la question de la diaspora, est-ce qu'on ne se retrouverait pas à long terme dans une sorte de recolonisation? Parce que partir, c'est aussi épouser les valeurs des autres et revenir les imposer aussi à ceux qui sont là. Est-ce qu'il y aura adéquation avec ce qui se fait Non, alors, sur place? je vais être très honnête avec vous. Hein. La diaspora africaine est l'une des diasporas les plus tristes au monde. Parce que malheureusement, partout où la diaspora africaine part, on lui fait comprendre qu'elle n'est pas chez elle. Elle ne s'intègre pas. Non, ce n'est pas qu'elle ne s'intègre pas. C'est que de par sa couleur de peau, on lui fait comprendre qu'elle n'est pas chez elle. Aux États-Unis, on voit bien, malgré le fait qu'ils sont là-bas depuis plus de des centaines d'années, on leur fait toujours comprendre qu'ici, vous n'êtes pas chez vous. En Europe, où je vis, tout le temps, les Noirs se plaignent de racisme, de discrimination, tout le temps, parce qu'on leur fait bien comprendre que peu importe le papier, la couleur de ton passeport, même si tu as un passeport Bordeaux, tu n'es pas ici chez toi. Ah, ça. Et donc, du coup, en réalité, la diaspora est un peu comme dans un dilemme. Je suis ici, mais en réalité, je ne suis pas chez moi ici. Et il y a un endroit, là où je suis chez moi, c'est l'Afrique. Et bien évidemment, la diaspora a... Et quand les gens viennent en Afrique, ils sentent bien que c'est bizarre, hein, mais quand tu viens... Moi, je me sens en Afrique partout chez moi. Parce que rien qu'arriver quelque part là où tu... Moi, j'ai amené des gens en Afrique qui, pour la première fois, ils sont arrivés dans un pays dans lequel tout le monde avait leur couleur de peau. Ça peut sembler être un détail, parce qu'on vit dans ça. Mais pour quelqu'un qui est né, qui a grandi dans un endroit où il n'y a que du blanc autour de lui, ça fait genre, en fait, je suis rentré à la maison. Mais maintenant, il faut aussi que cette diaspora-là sache que l'Afrique ne l'a pas attendu. Et qu'ici, là, sur place, il y a des gens qui vivent et qui ont compris un certain nombre de choses. Et il faut venir avec humilité. L'humilité d'abord d'apprendre. Parce que même si je sais des choses qui peuvent aider le continent, il faut d'abord que je comprenne comment les gens font ici. Et c'est sur la base de ça que je peux leur apporter quelque chose en plus. Parce que parfois, malheureusement, il y a des gens de la diaspora qui viennent et ils croient qu'ils savent tout. Exactement. Et ils vont expliquer à tout le monde comment les choses se passent. Et ça ne marche pas. Philippe, il y a un sujet sur lequel j'aimerais qu'on revienne, hein, qui est très important. C'est bien beau de parler de la diaspora, on va, on vient, mais entre nous-mêmes Africains, mais il y a un fossé d'incompréhension. Le Camerounais, est-ce qu'il est à l'aise quand il vient investir en Côte d'Ivoire? L'Ivoirien, est-ce qu'il peut avoir une société de taxi au Niger? Plusieurs fois, on a vu des cas comme ça, où entre nous-mêmes, mais vraiment, c'est la chaîne de faïence. Et on ne dira jamais assez, le vrai problème des Africains, ce n'est pas qu'ils ne savent pas investir ou pas, mais c'est qu'ils ne s'entendent pas. Oui, alors bien évidemment, il faut bien partir du principe que ce sont des choses qui sont exacerbées. Hein. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il y a une volonté derrière de manipuler les Africains et de leur faire croire qu'ils sont différents. Je suis très à l'aise en Côte d'Ivoire. Je me sens vraiment comme à la maison ici. Et j'investis ici. J'ai du personnel ici, mes entreprises ici. Pareil au Sénégal, je me sens vraiment africain. Il faut savoir que beaucoup de personnes n'ont pas intérêt à ce que les Africains soient unis, clairement. Et j'aime bien souvent rappeler aux gens que n'oublions jamais que les frontières que nous avons aujourd'hui, qui nous séparent, nous ne les avons pas choisies. Pas du tout. Des gens étaient à Berlin, ont décidé de prendre la carte de l'Afrique et de la couper comme un petit gâteau. La balkanisation. Voilà. Et en balkanisant le continent, ils ont séparé des familles qui habitaient d'un autre côté de la route. On est venu créer une frontière imaginaire qui a fait que désormais, quelqu'un puisse dire « moi je suis de gauche, toi tu es de droite ». Il faut arrêter ça. Je suis d'accord avec vous que ce sont des problématiques qui sont réelles, mais je combats ça avec ma dernière énergie. Parce que c'est absurde de dire à quelqu'un d'autre, de se revendiquer ivoirien, camerounais. Tu as passé un concours pour naître au Cameroun. Franchement. C'est quoi le diplôme que tu as fait pour dire que tu es ivoirien? Et si la toile, c'est exacerbé, Alix. Vous voyez, sur la toile, c'est exacerbé. Je suis d'accord. Il y a des clubs maintenant pour chaque pays avec des identités propres qu'on essaie de vulgariser. Je suis d'accord. Et c'est à nous de décloisonner ça en démontrant aussi justement qu'en réalité, l'Afrique est unie. Et pourquoi est-ce que j'apporte finalement le même message un peu partout? C'est parce qu'en fait, les problèmes que les entrepreneurs rencontrent en Côte d'Ivoire sont les mêmes au Cameroun, sont les mêmes au Sénégal. On a les mêmes problèmes. On est liés en réalité par notre destin. Au-delà de la couleur de peau, on a le même destin. Et il est impossible, parce que ça aussi, je veux le dire, parce que je vois beaucoup de gens se gosser par rapport à ça, la Côte d'Ivoire ne se développera pas si le Burkina Faso est pauvre. C'est clair. Tu ne peux pas te développer si les pays autour de toi sont pauvres. Ils vont tous venir chez toi. En réalité, il faut que l'on ait des développements inclusifs dans lesquels la sous-région se développe, le continent se développe. Parce que ce n'est que comme ça qu'on va tous aller vers l'émergence. Et donc, arrêtons de dire, oui, chez nous, il y a tel bâtiment, chez vous, il n'y a pas tel bâtiment. Ça ne nous fait pas avancer. En tout cas, c'est une belle conclusion. On aurait voulu avoir encore plus de temps pour discuter de ce sujet-là, mais je pense que les verrous ont été levés, les consciences seront touchées aujourd'hui pour abonder dans l'entrepreneuriat. Et comme pour paraphraser notre cher Tikendia qu'on a eu dans cette émission, quand nous serons unis, ça va faire mal.